J'étais assis sur la chaise de l'accusé, à fixer la lourde table en chêne massif et poli devant moi. La salle d'audience du comté de Monterey était un espace imposant, tout en boiserie sombre, plafond voûté très haut, et empreint d'une légère odeur stérile de cire à parquet et de vieux papier. C'était le genre de pièce conçue pour vous faire sentir tout petit, pour vous faire peser le poids écrasant du système judiciaire. Mais je ne me sentais pas petit. Je sentais un calme froid et calculé irradier dans mes veines. J'observais ma mère, Sarafina, assise à quelques mètres de là, à la table de la partie demanderesse. Elle livrait la performance de sa vie. Elle tamponnait ses yeux parfaitement secs avec un faux mouchoir de designer, ses épaules tremblant d'un chagrin fabriqué de toutes pièces. Elle portait une robe modeste et conservatrice que je savais, de source sûre, avoir été achetée spécialement pour l'occasion afin de ressembler à une matriarche brisée et en difficulté. Son avocat, un homme qui semblait acheter ses costumes dans un catalogue de déstockage et qui reposait entièrement sur des vociférations agressives, se tenait au centre de la salle d'audience. Il exigeait agressivement que le juge me dépouille du domaine de 5 millions de dollars en bord de mer que j'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour me payer. De l'autre côté de l'allée, mon jeune frère Thaddeus incarnait l'image même de l'arrogance et du sentiment que tout lui était dû. Il était avachi sur sa chaise, faisant défiler son téléphone de manière désinvolte. Si vous regardiez de plus près, vous pouviez voir qu'il parcourait le site web d'un magasin de meubles haut de gamme, sélectionnant visiblement des canapés en cuir italien coûteux et des œuvres d'art moderne pour le salon qu'il croyait fermement être bientôt le sien. L'air dans la pièce était si chargé de leur audace pure et de leur sentiment de supériorité qu'il en était presque difficile de respirer. Puis ma mère a sangloté fort. Ce fut un hoquet théâtral et résonnant qui a rebondi contre le haut plafond de la salle d'audience. Il a tellement, votre honneur, a-t-elle gémi, sa voix tremblant à la perfection. Et mon pauvre Thaddeus n'a rien. Il est tout à fait juste que la famille partage ses bénédictions. Nous lui avons tout donné pour qu'il arrive là où il est. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing physique en pleine poitrine. C'était un rappel douloureux et viscéral de 30 ans passés dans la peau du fils invisible, de la bête de somme, du bouc émissaire. J'ai senti ma mâchoire se serrer tellement fort que mes dents me faisaient mal. Mes articulations étaient blanches là où je agrippais le bord de la table. Mais sous la colère, il y avait un bourdonnement profond et satisfaisant d'anticipation. Ils ignoraient totalement que la fine tablette noire mat reposant silencieusement sous le bout de mes doigts contenait l'empreinte numérique exacte nécessaire pour mettre fin à leur pitoyable mascarade. Et potentiellement les envoyer dans un pénitencier fédéral. Que se passe-t-il lorsqu'une famille pousse son bouc émissaire attitré trop loin? Ils étaient sur le point de le découvrir de la manière la plus brutale qui soit. Je suis de clan. J'ai 31 ans et je travaille comme directeur senior de la sécurité cloud pour l'une des plus grandes entreprises de technologie financière au monde. Ma vie quotidienne, toute ma profession tourne autour de l'identification des menaces, du renforcement des défenses numériques, de la traque des vulnérabilités et de leur élimination impitoyable avant qu'elles ne puissent causer des dommages. C'est un ensemble de compétences hautement spécialisées qui payent exceptionnellement bien. Mais plus important encore, c'est un état d'esprit psychologique. C'est un état d'esprit qui m'a permis de rester sain d'esprit en grandissant dans une maison où j'étais traité comme un stagiaire non payé, une nuisance et un soutien financier, tandis que mon jeune frère était traité comme un roi absolu. Pendant 3 décennies, j'ai avalé la pilule amère du favoritisme parental. J'ai gardé la tête basse. J'ai écrit mon code. J'ai construit ma carrière. Et j'ai investi mon argent de manière agressive. Je pensais vraiment que la distance, les limites et une indépendance financière massive me protégeraient de leurs exigences toxiques. Je pensais que si je construisais mes murailles suffisamment hautes, ils finiraient par arrêter d'essayer de les escalader. J'avais catastrophiquement tort. Le procès actuellement posé sur le lourd bureau en bois du juge était un chef-d'œuvre de trahison familiale et de perjurie. Il me poursuivait formellement en justice pour obtenir le titre de propriété de ma maison, prétendant avoir financé l'achat. C'était un mensonge si énorme, si incroyablement stupide et si facile à réfuter que lorsque j'ai lu la plainte pour la première fois, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une blague tordue et de mauvais goût. Mais ils étaient mortellement sérieux. Ils voulaient ma maison et ils étaient prêts à mentir à un juge pour l'obtenir. Le juge Gideon, un homme aux cheveux d'argent bien coupés, aux yeux gris perçants et jouissant d'une réputation notoire dans le comté pour son absence totale de tolérance envers les litiges frivoles, a regardé par-dessus ses lunettes de lecture en direction de l'avocat de mes parents. Le juge a tapoté son lourd stylo plume contre une épaisse pile de papier. Le son a résonné comme une horloge qui tourne.
vous prétendez que vos clients ont fourni 1,2 million de dollars en espèces pour l'apport de cette propriété, maître, a dit le juge Gideon, sa voix étant un grondement bas et dangereux. Pourtant, je constate un manque sévère, presque comique, de documentation financière dans vos pièces versées au dossier. Auriez-vous l'obligeance d'expliquer à ce tribunal comment cette prétendue transaction massive en espèces a pu se produire sans le moindre relevé bancaire? Virement ou déclaration fiscale? L'avocat a bombé le torse, manquant totalement les signaux d'avertissement dans le ton du juge. Votre honneur, les affaires familiales sont souvent informelles. Les Bennett sont des gens traditionnels. Ils ont gardé cet argent dans un coffre-fort privé et sécurisé pendant de nombreuses décennies, économisant spécifiquement et exclusivement pour l'avenir de leur fils. Ils l'ont remis de bonne foi en monnaie physique, faisant confiance à leur propre sang. Aujourd'hui, le défendeur, qui a clairement laissé sa richesse soudaine corrompre ses valeurs morales, refuse d'honorer l'accord verbal visant à autoriser son frère en difficulté à résider dans la propriété. C'est une question de profonde trahison et d'abus financiers sur personne âgée, votre honneur. Mon père, Évandé, était assis à côté de ma mère, hochant la tête solennellement. Il affichait une expression triste et profondément déçue, le genre exact d'expression qu'un parent aimant et dévoué pourrait porter lorsqu'un enfant s'égare complètement. Cela me levait le cœur. J'ai de nouveau regardé Thaddeus. Il avait 28 ans, portait un costume sur mesure que je savais pertinemment être payé par le crédit en voie de disparition de nos parents. Et il avait le sourire arrogant et suffisant d'un homme qui n'avait jamais fait face à la moindre conséquence de toute sa vie. Il a même croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un clin d'œil, un vrai clin d'œil. Il pensait avoir déjà gagné. Il croyait sincèrement que l'univers et ce tribunal existaient uniquement pour servir ses besoins immédiats. Le juge Gideon a soupiré lourdement, se renfonçant dans son fauteuil en cuir, et a tourné son regard acéré vers mon côté de la salle. Monsieur Bennett, avez-vous une réponse à ces accusations extraordinaires? Mon avocate, Collie, s'est levée. C'était une femme d'une précision redoutable dans un costume bleu marine impeccable fait sur mesure. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas utilisé de gestes théâtraux ni d'appels émotionnels. Elle radiait simplement une compétence terrifiante et absolue. Nous avons une réponse, votre honneur. En fait, nous avons une archive numérique et médico-légale complète qui clarifiera exactement quel genre de soutien familial mon client a reçu au cours de sa vie. Et bien plus important encore, nous avons des preuves détaillant les manœuvres criminelles extraordinaires auxquelles les demandeurs se sont livrés afin de voler une propriété sur laquelle ils n'ont absolument aucun droit légal, financier ou moral. Je me suis levé lentement, en ramassant la tablette. Le silence dans la salle d'audience était absolu. On pouvait entendre le léger bourdonnement des bouches d'aération de la climatisation et le bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Je me suis avancé vers le bureau du greffier, mais pas résonnant sur le parquet en bois franc, et j'ai connecté l'appareil au système d'affichage principal du tribunal. Un écran géant haute définition est descendu du plafond derrière le banc du juge. Ma mère a arrêté de s'essuyer les yeux. Sa main s'est figée en l'air, le faux mouchoir flottant près de sa joue. Mon père s'est penché en avant, son expression triste se craquelant pour laisser place à un look de confusion paniquée soudaine. Thaddeus a enfin posé son téléphone, son sourire suffisant vacillant légèrement alors que l'écran s'illuminait, éclairant la pièce sombre. Il s'attendait à une bataille de mots. Il s'attendait à ce que je bafouille et me défende contre leur manipulation émotionnelle. Il ne s'attendait absolument pas à ce que j'apporte des preuves irréfutables. Serait-ce le moment exact où il réaliserait enfin qu'il s'était attaqué au mauvais fils? Pour vraiment comprendre l'audace pure de ce spectacle dans la salle d'audience, vous devez comprendre l'environnement toxique qui a forgé mon armure. En grandissant, notre maison de banlieue était un cours magistral quotidien de traitement inégal. J'étais l'aîné, le calme, celui qui réparait la machine à laver en panne, tondait la pelouse et donnait des cours particuliers de mathématiques aux enfants du voisin juste pour avoir un peu d'argent de poche pour les repas de l'école. Thaddeus était le garçon d'or, l'enfant miracle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Si j'apportais un bulletin scolaire parfait, mon père lui jetait un coup d'œil distrait, grognait et me disait de ne pas me prendre la tête parce que le monde réel ne se souciait pas des notes. Si Thaddeus réussissait à décrocher un petit C- en éducation physique de base, ma mère cuisinait un énorme gâteau au chocolat et appelait la famille élargie pour célébrer son potentiel athlétique. L'espace physique que nous occupions reflétait parfaitement cette dynamique. Thaddeus avait la grande chambre principale au 2e étage, avec un dressing et une salle de bain attenante.
J'étais relégué dans une pièce de stockage aménagée à côté du chauffe-eau bruyant au sous-sol. C'était glacial en hiver, étouffant en été et ça sentait légèrement la moisissure. Mais j'en ai fait mon sanctuaire. J'y ai construit mon premier ordinateur à partir de pièces de rechange trouvées dans un bac de recyclage. Le véritable tournant, le souvenir spécifique qui a brûlé tout reste d'innocence enfantine et cimenté ma rationalité froide, s'est produit le jour de mes 18 ans. Je travaillais dans un poste de nuit épuisant pour nettoyer des déchets industriels et récurer les algues dans un chantier naval local. Je gagnais le salaire minimum, essayant désespérément d'économiser assez d'argent pour couvrir mes frais d'inscription à l'université et un ordinateur portable bon marché. Je suis rentré chez moi à 6 heures du matin, épuisé jusqu'à la moelle, sentant les solvants chimiques agressifs, les gaz d'échappement de diesel et l'eau salée. Mes mains étaient couvertes d'ampoules et mon dos me faisait mal. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche chaude, peut-être obtenir un simple « joyeux anniversaire » de mes parents et m'effondrer sur mon lit du sous-sol. Au lieu de cela, alors que je me traînais dans la rue, j'ai trouvé notre allée complètement bloquée. Trônant là, rutilante sous le soleil matinal, se trouvait une voiture de sport rouge cerise toute neuve. Elle avait un énorme nœud argenté ridicule collé sur le capot. Thaddeus, qui n'avait que 16 ans à l'époque et avait échoué 2 fois à son examen du permis accompagné, sautait de joie dans l'allée pendant que mes parents le filmaient avec leur téléphone, en l'encourageant et en applaudissant. Mon père m'a vu arriver dans l'allée. Il a souri, pas à moi, mais directement dans l'objectif de la caméra. « Regarde, Declan !» a-t-il crié joyeusement en pointant mon frère du doigt. « Ton frère va aller au lycée avec un style absolu. N'est-elle pas magnifique ?» Je suis resté là sur le trottoir dans ma combinaison souillée de produits chimiques, tenant ma boîte à lunch bon marché. J'ai regardé la voiture de 50 000 $, puis mes parents, qui m'avaient dit une semaine plus tôt qu'ils ne pouvaient pas m'aider à payer mes frais d'inscription à l'université de 50 $ parce que les temps étaient incroyablement durs. À ce moment précis, j'ai réalisé avec une clarté cristalline que je n'existais pas pour eux en tant que fils. J'étais un fantôme qui hantait leur portrait de famille parfait. 2 mois plus tard, Thaddeus a encastré cette voiture de sport rouge cerise autour d'un poteau téléphonique en béton parce qu'il essayait d'envoyer un SMS à une fille tout en faisant de l'excès de vitesse sous la pluie. Mes parents ne l'ont pas puni. Ils ont blâmé la ville pour le mauvais éclairage public, ont menacé de poursuivre la municipalité et lui ont immédiatement acheté un lourd SUV de luxe parce qu'ils disaient que c'était plus sûr pour lui. Quand est venu le moment de l'université, les règles étaient tout aussi faussées. J'ai été accepté dans un programme d'informatique de premier ordre très prestigieux au sein d'une grande université. Lorsque je me suis assis avec ma mère à la table de la cuisine pour lui demander s'il y avait un moyen pour eux de co-signer un prêt étudiant pour moi, elle s'est versé un grand verre de vin blanc, a soupiré lourdement et m'a regardé comme si j'étais une immense déception. « Declan, tu es tellement intelligent et capable », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Nous savons que tu t'en sortiras tout seul. Tu le fais toujours. Nous devons garder toutes nos ressources financières pour Thaddeus. C'est une âme fragile. Il est sensible et il a besoin de beaucoup plus de soutien que toi. » Alors, je me suis débrouillé. J'ai contracté des prêts étudiants écrasants à taux d'intérêt élevés. J'ai travaillé 30 heures par semaine dans le service informatique de l'université pendant la journée pour résoudre des problèmes de réseau. La nuit, j'écrivais du code indépendant complexe pour d'obscures startups technologiques, buvant des quantités dangereuses de café bon marché pour rester éveillé. J'ai dormi peut-être 4 heures par nuit pendant 4 années consécutives. J'ai sacrifié chaque instant d'une expérience universitaire normale. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, avec la mention summa cum laude. J'étais lourdement endetté, mais j'étais armé d'un CV qui a attiré l'attention de toutes les grandes entreprises technologiques de la côte ouest. Pendant ce temps, Thaddeus s'est inscrit dans un collège d'arts libéraux privé extrêmement coûteux. Il s'est fait renvoyer après 3 semestres de fête. Au lieu de lui couper les vivres, il a réussi à convaincre mes parents de lui donner le reste massif de son fonds d'études pour qu'il puisse investir dans une start-up révolutionnaire de crypto-monnaie fondée par un type rencontré dans une rave clandestine. La start-up, sans surprise, a disparu du jour au lendemain, emportant 80 000 $ de l'argent durement gagné de mes parents. Leur réponse à cette catastrophe financière, ils ont emmené Thaddeus dîner dans un restaurant de grillades luxueux et lui ont dit que c'était une expérience d'apprentissage précieuse et que les vrais entrepreneurs échouent toujours plusieurs fois avant de réussir. C'était ma réalité. Chaque succès que j'ai extrait de la boue était minimisé, ignoré ou traité comme une évidence.
Chaque échec catastrophique et coûteux orchestré par Thaddeus était amorti, excusé et immédiatement financé. J'ai appris très tôt que montrer ses émotions dans cette maison était une vulnérabilité massive. La colère me valait seulement d'être étiqueté comme jaloux et toxique. La tristesse me valait d'être complètement ignoré. La seule monnaie qui comptait dans ce monde, la seule chose qui pouvait jamais me protéger, était une indépendance financière totale et sans compromis. J'ai donc bâti ma carrière. J'ai gravi les échelons de l'entreprise dans le secteur technologique avec une détermination sans relâche qui terrifiait certains de mes pairs. Je suis devenu un maître de la sécurité cloud, passant d'un géant de la tech à un autre, négociant d'énormes augmentations de salaire, des primes de bienvenue et des packages d'actions lucratifs. Je vivais bien en dessous de mes moyens, conduisant une voiture d'occasion de 10 ans et mangeant de la nourriture à emporter bon marché, accumulant de l'argent liquide, regardant mes portefeuilles d'investissement croître de manière exponentielle. J'attendais le jour où je pourrais bâtir une forteresse qu'il ne pourrait jamais, au grand jamais, percer. Mais le traumatisme de l'enfance a une façon bien tordue de vous aveugler face à la vérité évidente. Comment pouvais-je ne pas voir que construire une forteresse massive et brillante ne ferait que donner envie à ma famille avide de la conquérir? Lorsque j'ai atteint mes 30 ans, j'avais accumulé suffisamment de richesses pour cesser de fuir mon passé. Je voulais un sanctuaire. Je voulais un endroit qui m'appartienne, bâti de mes propres mains, où il ne pourrait jamais m'atteindre. Je l'ai trouvé à Carmel by the Sea, en Californie. C'est une côte sauvage, incroyablement belle et notoirement chère, où les pins centenaires rencontrent les vagues violentes de l'océan Pacifique. La propriété que j'ai trouvée était un chef-d'œuvre architectural de 5 millions de dollars. Elle disposait de baies vitrées blindées du sol au plafond faisant face à l'eau, lui donnant l'illusion de flotter au-dessus de l'océan. Elle intégrait la domotique jusque dans le béton et l'acier de ses murs, et offrait un niveau d'isolation et d'intimité que l'argent achète rarement. J'ai versé 1,5 million de dollars en espèces pour l'apport initial. Mon salaire de base à l'époque était de 450 000 dollars par an, sans compter mes primes de performance annuelles et mes options d'achat d'actions se débloquant rapidement. Le versement hypothécaire mensuel était élevé, mais facilement gérable avec mes revenus. J'ai dépensé encore 200 000 dollars pour personnaliser lourdement les systèmes de sécurité. J'ai installé des verrous biométriques de qualité militaire à chaque point d'entrée, construit une architecture réseau entièrement cryptée capable de résister à une cyberattaque étatique, et placé des caméras infrarouges cachées couvrant chaque mètre carré du périmètre. C'était mon château imprenable, la manifestation physique de ma réussite. Puis j'ai commis la faute sentimentale la plus stupide de toute ma vie d'adulte. Dans un bref et foolish moment d'espoir qu'ils puissent enfin me regarder et être fiers, j'ai invité mes parents pour un week-end. Je pensais que l'ampleur indiscutable de ma réussite les forcerait enfin à me voir comme un égal, à me respecter en tant qu'adulte. J'étais terriblement, tragiquement naïf. Ils sont arrivés par un samedi après-midi pluvieux, remontant ma longue allée sinueuse dans leur berline vieillissante et bosselée. Thaddeus était censé être resté à la maison pour se concentrer sur sa dernière entreprise commerciale, ce qui signifiait en réalité qu'il dormait probablement jusqu'à 14 heures au sous-sol, entouré de cartons de pizza vides. Ma mère est sortie de la voiture, regardant la structure moderne en béton et en verre avec une expression aigrie immédiate. Le vent froid de l'océan fouettait ses cheveux alors qu'elle franchissait la massive porte d'entrée sur mesure en acajou. Elle n'a pas dit bonjour. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas félicité pour l'achat d'un domaine de 5 millions de dollars avant mon 30e anniversaire. Elle a simplement sorti son téléphone et a immédiatement commencé à prendre des photos de chaque pièce. C'est très froid, de clan, a-t-elle dit, passant un doigt critique sur l'îlot central de la cuisine en marbre noir pour vérifier s'il y avait de la poussière. Ça ne ressemble pas du tout à un foyer. On dirait le hall d'entrée stérile d'un siège social. Qui a besoin d'autant d'espace pour une seule personne? C'est incroyablement égoïste de thésauriser toute cette place quand on vit seul. Avant même que je ne puisse traiter la pure audace de l'insulte, mon père est entré. Il tapotait les murs avec ses articulations comme s'il était un inspecteur vérifiant la présence de vices structuraux. Il s'est avancé vers les dalles de verre massives, a regardé la vue panoramique à couper le souffle sur l'océan Pacifique, et a croisé les bras sur sa poitrine. Eh bien, a-t-il marmonné, un regard satisfait et suffisant traversant son visage. Je suppose que tu devrais me remercier. Je me suis figé. Te remercier pourquoi exactement, ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement calme, sentant la tension familière de l'enfance remonter le long de ma colonne vertébrale. Il a ricané,
Un son mouillé et condescendant qui m'a immédiatement tapé sur les nerfs. Pour ta génétique, évidemment. Tu as hérité de mon cerveau analytique. Sans mon ADN, tu n'aurais jamais eu l'intelligence ni la volonté de gagner l'argent nécessaire pour acheter un endroit pareil. Donc, techniquement parlant, j'ai fortement contribué à cette maison. Nous y avons tous contribué. La famille soutient la famille. Et tu as bâti cela sur les fondations que nous t'avons données. Je me tenais dans ma propre cuisine immaculée, à écouter un homme qui n'avait jamais payé un seul centime pour mes études universitaires, qui ne m'avait jamais aidé à payer un loyer, revendiquer la propriété directe de ma plus grande réussite. Ma mère tapait déjà furieusement sur son téléphone, en voyant les photos qu'elle venait de prendre directement à Thaddeus. Je pouvais l'entendre marmonner entre ses dents sur le fait que la grande aile des invités, avec sa propre salle de bain attenante, serait absolument parfaite pour une salle de sport à domicile et un studio d'enregistrement. Il ne voyait pas ma réussite. Il ne voyait pas les années de nuit blanche, le stress, les sacrifices. Il voyait une ressource. Il voyait un nouveau jouet géant et rutilant qui était actuellement gaspillé sur le mauvais enfant. Si vous regardez ceci et avez un proche qui s'attribue constamment le mérite de votre travail acharné, laissez un commentaire ci-dessous. Je sais exactement à quel point ce niveau de délire peut être furieux et isolant. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour découvrir comment j'ai brisé leurs illusions ridicules. Le reste du week-end a été un cauchemar éveillé de remarques passives-agressives, de faux compliments et d'exigences voilées. Lorsqu'ils ont enfin fait marche arrière dans l'allée avec leur berline le dimanche soir, j'ai ressenti un soulagement immense et submergent. J'ai verrouillé les lourdes portes en acajou, activé les scanners biométriques, réinitialisé la grille de sécurité périmétrique et me suis versé un très grand verre de bourbon coûteux. J'ai supposé que ce serait la fin de l'histoire. J'ai supposé qu'ils retourneraient à leur vie de banlieue et me laisseraient en paix. Mais j'avais fondamentalement sous-estimé la profondeur sans fond de leur avidité et de leur sentiment de supériorité. 3 jours plus tard, alors que j'étais assis dans mon bureau à domicile à revoir des journaux de sécurité, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix n'était pas pleurnicharde ou passive-agressive comme d'habitude. Elle était froide, tranchante et exigeante. C'était un ton qu'elle réservait habituellement aux représentants du service client qu'elle voulait activement punir. Et ce seul coup de téléphone a été l'étincelle qui a déclenché une guerre familiale totale. Quelle folle exigence allait-elle formuler ensuite ? Declan, nous devons parler de la maison tout de suite, a dit ma mère, faisant l'impasse sur toute forme de salutation ou de politesse. Sa voix grésillait à travers le haut-parleur de mon téléphone. Thaddeus a subi un revers majeur et dévastateur. Le marché des crypto-monnaies s'est à nouveau effondré et ses associés l'ont complètement trahi. Il se trouve dans un endroit très sombre et très fragile mentalement en ce moment. Il a besoin d'un changement de décor. Il a besoin d'inspiration et de paix pour guérir. J'ai regardé à travers les baies vitrées l'océan déchaîné, un œuf froid et familier se formant au creux de mon estomac. Je suis désolé d'apprendre que ces investissements n'ont pas fonctionné, ai-je dit, en gardant ma voix soigneusement neutre, refusant de lui donner la réaction émotionnelle qu'elle attendait. Mais quel est le rapport entre l'échec de ces crypto-monnaies et ma maison ? Elle a soupiré. Une longue exhalation incroyablement dramatique destinée à exprimer exactement à quel point j'étais épuisant et difficile. Ne joue pas au plus fin avec moi, Declan. Ton frère étouffe dans notre sous-sol. Tu as un manoir de 5 millions de dollars qui reste complètement vide la moitié du temps pendant que tu voyages pour ton travail. C'est tout à fait logique. Thaddeus va emménager dans la suite parentale la semaine prochaine. Il a besoin de l'air marin pour se vider la tête et redémarrer son parcours entrepreneurial. Tu pourras prendre l'aile des invités quand tu seras en ville. C'est la moindre des choses que tu puisses faire pour ta famille après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. J'ai ri. Ce fut un rire involontaire, un aboiement rauque et sincère qui a résonné dans mon bureau silencieux. Laisse-moi récapituler. Tu veux que j'abandonne ma propre chambre principale dans la maison que j'ai achetée avec mon propre argent ? Pour que mon frère de 28 ans sans emploi puisse contempler l'océan et prétendre être un homme d'affaires. Ce n'est pas une demande, Declan, a crié mon père à l'arrière-plan. Je devinais qu'il s'était tenu juste au-dessus du haut-parleur, à écouter chaque mot. La famille partage ses richesses. Tu as beaucoup plus que ce dont tu as besoin, et tu te montres incroyablement égoïste. Il a besoin de cet espace pour se rétablir. Nous attendons de toi que la suite parentale soit libérée et nettoyée de fond en comble d'ici lundi matin.
Nous apporterons ces affaires dans un camion de déménagement. J'ai arrêté de rire. L'amusement a disparu, remplacé par une clarté glaciale et terrifiante. Les années passées à essayer de les apaiser, d'essayer d'être le bon fils, se sont complètement évaporées. Non, ai-je dit doucement. Pardon, s'est écriée ma mère, sa voix montant dans les aigus sous le coup de l'incompréhension. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Non, Thaddeus n'emménagera pas. Il n'aura pas la suite parentale. Il n'aura pas l'aile des invités. Il ne posera pas un seul pied sur cette propriété. S'il se présente à mon portail, je le ferai arrêter immédiatement pour violation de propriété privée. Ne me rappelez plus jamais pour une exigence aussi délirante. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis allé dans les réglages de mon téléphone et j'ai bloqué leurs 2 numéros de manière permanente. La riposte a été rapide, coordonnée et totalement pitoyable. En l'espace d'une heure, les singes volants ont été déployés. Mon téléphone a commencé à exploser sous les SMS et les appels de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. La pire a été ma tante Kreza, la sœur aînée de ma mère, dont le cerveau avait été totalement lavé par des décennies de récits de victimes soigneusement élaborés par Sarafina. Elle m'a laissé un message vocal frénétique de 3 minutes en me hurlant dessus, me traitant de monstre sans cœur, de connard arrogant et sans âme qui abandonnait sa propre chair et son propre sang dans leur moment de besoin le plus sombre. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai téléchargé dans un dossier cloud sécurisé et crypté, et j'ai bloqué son numéro lui aussi. Je n'ai répondu à aucun message. Le silence est souvent la réponse la plus dévastatrice. 2 semaines se sont écoulées dans une paix relative. Je pensais qu'ils avaient piqué leur crise et avaient finalement abandonné. Puis, par un mardi après-midi pluvieux et misérable, je travaillais depuis chez moi lorsque l'alerte de périmètre a retenti. J'ai vérifié les caméras. Un homme en imperméable bon marché se tenait à mon portail de sécurité, sonnant à l'interphone. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft détrempée. J'ai autorisé l'ouverture du portail, j'ai descendu la longue allée sous la pluie glaçante, et j'ai récupéré les documents des mains de l'huissier. Je suis rentré, je me suis essuyé, je me suis assis à l'îlot de ma cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu la plainte judiciaire. Ce fut une expérience surréaliste, une sensation de sortie de mon propre corps. Evander et Sarafina Bennett contre 2 clans Bennett. Ils me poursuivaient formellement devant le tribunal civil pour une mutation obligatoire de titre de propriété. La plainte alléguait sous peine de parjure qu'ils m'avaient fourni exactement 1,2 million de dollars en espèces sur une période de 5 ans. Elle prétendait que cet argent m'avait été remis avec la condition explicite, convenue verbalement, que la propriété de Carmel servirait de résidence principale à Thaddeus Bennett. Il prétendait que je commettais un abus financier sur personnes âgées en prenant les économies de toute leur vie, en les manipulant, et en les fermant maintenant illégalement l'accès à leur propre investissement. J'ai lu le document 2 fois pour m'assurer que je n'avais pas d'hallucination due au stress. Il prétendait m'avoir donné plus d'1 million de dollars en espèces. C'étaient des gens qui se plaignaient activement auprès des gérants de restaurants du prix des salades d'accompagnement. C'étaient des gens qui avaient réhypothéqué leur maison de banlieue 2 fois juste pour rembourser les diverses dettes de carte de crédit de Thaddeus et ses prêts commerciaux manqués. Ils s'étaient rendus dans un cabinet d'avocats et s'étaient perjurés sur un document officiel du tribunal, créant une fiction financière si audacieuse, si facilement réfutable qu'elle en était presque impressionnante dans sa stupidité pure. Assis là dans le calme de ma cuisine, je n'ai pas ressenti de colère. La colère est désordonnée. La colère vous rend imprudent, émotionnel et enclin aux erreurs. Au lieu de cela, l'architecte senior en sécurité à l'intérieur de mon cerveau s'est réveillé et a pris le contrôle total. Il s'était officiellement identifié comme un acteur menaçant et hostile essayant de pénétrer mon système. Ils utilisaient l'ingénierie sociale et la force brute juridique pour voler mes actifs. Ils voulaient la guerre. J'ai regardé les documents du tribunal, sentant un sourire sombre et froid s'étirer sur mon visage. Je ne m'en tiendrai pas à me défendre. Je les anéantirais si complètement qu'ils ne s'en remettraient jamais. Mais comment prouver légalement qu'1 million de dollars n'a jamais existé? Dès le lendemain matin, j'ai pris la route le long de la côte en direction de San Francisco pour rencontrer Collie. Elle était associée senior dans un cabinet d'avocats ultra exclusif, spécialisé uniquement dans les litiges immobiliers à hauts enjeux et les conflits familiaux de familles fortunées. Elle facturait 900 $ de l'heure. Son bureau occupait le dernier étage d'un gratte-ciel en verre. Et sa réputation était terrifiante.
Elle valait chaque centime. Je m'assis en face de son immense bureau en verre immaculé et lui remis la plainte froissée par la pluie. Collie mit ses lunettes de lecture et parcourut les pages dans un silence absolu, son expression restant totalement indéchiffrable. Puis elle s'arrêta, revint en arrière pour relire une section spécifique, et laissa échapper un rire franc et tranchant qui résonna dans le bureau silencieux. Elle jeta le document sur son bureau avec un regard de pur dédain. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas vraiment accepté plus d'1 million de dollars en espèces non déclarées et intraçables de la part de vos parents, de clan. Je n'ai jamais pris un seul centime de leur part depuis le jour de mes 18 ans, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. J'ai payé mes propres études universitaires. J'ai payé mon propre apport. J'ai une traçabilité écrite méticuleuse et ininterrompue pour chaque dollar qui a servi à l'achat de cette maison, remontant à ma toute première fiche de paye en entreprise. Elle se renfonça dans son fauteuil ergonomique en cuir, joignant les mains par le bout des doigts. C'est sans aucun doute la tentative de saisie immobilière la plus infondée, la plus agressive et la plus mal construite que j'ai vue en 20 ans de pratique juridique. Ils prétendent vous avoir remis d'énormes liasses d'argent liquide sans le moindre reçu, virement bancaire ou reconnaissance de dette. C'est de la folie. Mais, marquait-elle une pause, ses yeux se rétrécissant, les juges dans les litiges familiaux peuvent parfois agir de manière imprévisible s'ils croient qu'un parent âgé est véritablement exploité par un enfant riche. Nous ne pouvons pas simplement demander un simple classement sans suite. Nous devons absolument les enterrer sous les preuves. Voulez-vous simplement gagner ce procès ou voulez-vous marquer un point qui les ruinera? Je veux qu'ils regrettent profondément et définitivement d'avoir appris à orthographier mon nom, ai-je dit. Collie a souri. C'était le sourire d'un prédateur alpha reconnaissant un autre prédateur. Mutons-nous au travail alors. J'ai donné à Collie un accès illimité à l'ensemble de mon historique financier. Je lui ai remis 10 ans de relevés bancaires certifiés, de déclarations de revenus, de formulaires fiscaux et de graphiques de croissance de portefeuille d'actions. Chaque centime que j'avais utilisé pour acheter la propriété de Carmel était parfaitement tracé jusqu'à mon salaire d'entreprise et mes actions d'entreprise débloquées. Mais me défendre ne représentait que la moitié de la stratégie. Je voulais exposer leur énorme mensonge au tribunal. J'ai engagé Octavia, une experte indépendante en criminalistique numérique particulièrement impitoyable, qui consultait occasionnellement pour la division de cybersécurité de mon entreprise. Son travail consistait à fouiller dans la réalité financière réelle des demandeurs. Légalement, grâce à la procédure de communication des pièces, Collie a assigné les relevés bancaires de mes parents, leurs déclarations d'impôts et leurs comptes de retraite. Ce que nous avons trouvé dans ces documents a constitué le premier rebondissement majeur de cette saga absurde. Mes parents avaient affirmé dans leurs déclarations sous serment et notarié qu'ils m'avaient donné 1,2 million de dollars issus de leurs économies d'une vie durement gagnée. Les dossiers obtenus sous peine d'assignation ont révélé la vérité dévastatrice. Leur compte courant et d'épargne combiné contenait exactement 4 200 dollars. Mais le véritable choc venait de leur fonds de retraite principal. Après 40 ans à travailler dans des emplois de la classe moyenne, Evander et Sarafina Bennett avaient un grand total d'exactement 85 000 dollars à leur nom. Ils avaient systématiquement vidé tout le reste au fil des ans pour financer les entreprises ratées de Thaddeus, ses ennuis judiciaires et son style de vie luxueux. Ils n'avaient pas 1 million de dollars à me donner. Ils n'avaient jamais eu 1 million de dollars de toute leur vie. Ils étaient complètement ruinés, aux abois, et essayaient de me voler mon actif le plus précieux pour assurer l'avenir financier de leur enfant chéri. Lorsque Collie a vu le rapport financier final préparé par Octavia, elle a secoué la tête d'incompréhension. Ils commettent un parjure à une échelle massive et facilement probable. Si nous présentons cela au juge pendant l'audience, ils vont se faire crucifier. Le juge pourrait même les renvoyer devant le procureur de la République pour fraude. Mais les manœuvres juridiques prenaient du temps. La date de l'audience était fixée 1 mois plus tard, et les rouages de la justice tournaient lentement. Mes parents, apparemment encouragés par le dépôt de la plainte et prenant mon silence juridique pour de la peur, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas attendre que le système judiciaire leur remette mes clés. Ils ont décidé de prendre les choses en main, prouvant ainsi que la cupidité rend les gens incroyablement stupides. Cela s'est produit par une nuit de brouillard, un jeudi. J'étais en déplacement à Seattle pour donner une conférence lors d'un grand sommet sur la sécurité cloud. Mon domaine de Carmel était complètement vide, verrouillé à double tour. À 2 heures du matin exactement, mon téléphone a vibré violemment sur la table de chevet de ma chambre d'hôtel. C'était une alerte rouge urgente de mon réseau de sécurité domestique. Violation de périmètre détectée.
Zone d'entrée principale. Je me suis assis dans le noir, le cœur me battant la chamade contre les côtes, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai immédiatement ouvert le flux vidéo en direct sur mon application de sécurité cryptée. Que faisait-il bon sang sur mon Porsche au milieu de la nuit? Je suis resté assis dans le noir de ma chambre d'hôtel à Seattle, à fixer le flux infrarouge haute définition transmis directement depuis mon Porsche en Californie. Les caméras que j'avais installées étaient incroyablement bien cachées, intégrées de manière transparente dans les luminaires sur mesure et encastrées dans un lourd carillon en bronze suspendu près de la grande porte d'entrée. Elles étaient conçues pour être invisibles pour quiconque ne savait pas exactement quoi chercher. Sur l'écran, baigné dans la lueur verte sinistre de la vision nocturne, se tenait mon frère Thaddeus. Il était debout dans le brouillard froid et épais de l'océan, tremblant dans un sweat à capuche de marque sombre. À côté de lui se tenait un homme corpulent portant une casquette de baseball enfoncée très bas, tenant un grand sac à outils en toile. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce que je regardais. Thaddeus avait engagé un serrurier du marché noir pour s'introduire chez moi. Le flux audio s'est déclenché, les microphones extrêmement sensibles captant chaque chuchotement avec une clarté cristalline malgré le bruit des vagues qui s'écrasaient en arrière-plan. « Dépêche-toi, mec », a sifflé Thaddeus, en regardant nerveusement par-dessus son épaule vers la rue sombre. Le système d'alarme est censé être complètement hors ligne. Ma mère a dit qu'elle avait appelé la compagnie d'électricité en se faisant passer pour la propriétaire pour couper le courant dans tout ce pâté de maison. On n'a qu'une courte fenêtre avant que les flics ne patrouillent dans le coin. Le serrurier a grogné, ouvrant la fermeture éclair de son sac et en sortant une lourde perceuse de qualité industrielle. Elle est folle ta daronne si elle croit que couper le courant de la rue arrête un système de sécurité comme celui-là. Gamin, cette porte a un système de batterie de secours indépendant. Je peux voir les témoins LED sur ce verrou. C'est un pen dormant biométrique de qualité militaire. Je ne peux pas juste le crocheter avec un entraîneur. Je dois percer tout le cylindre en acier. Et même là, le pen interne risque de rester engagé s'il détecte une altération. Défonce la putain de porte alors. A lancé Thaddeus en faisant les 100 pas impatiemment, frottant ses mains l'une contre l'autre pour se réchauffer. Je m'en fous de ce que ça coûtera de la réparer plus tard. Le tribunal me donne cette maison la semaine prochaine de toute façon, donc c'est ma propriété. J'ai juste besoin de rentrer ce soir pour pouvoir commencer à installer mes affaires et revendiquer le droit de squatter si mon frère essaie de revenir et de me fermer la porte au nez. Mon avocat a dit que la possession représente les 9/10 de la loi. Ouvre-moi ça, c'est tout. Je suis resté assis dans le noir à des kilomètres de là, à regarder mon frère prétentieux et délirant ordonner à un criminel de détruire ma propriété. Il n'avait absolument aucune idée de ce à quoi il s'attaquait. Ils ignoraient que toute ma maison fonctionnait sur un système de batterie solaire en circuit fermé capable de fonctionner complètement hors réseau pendant une semaine. Ils ignoraient que le verre des fenêtres de la façade était classé pour stopper une balle. Plus important encore, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient actuellement les vedettes d'un film en résolution 4K qui s'enregistrait sur 3 serveurs cloud sécurisés différents en temps réel. J'ai regardé l'écran attentivement alors que le serrurier soupirait, levait la lourde perceuse et pressait le forêt en carbure directement contre le noyau en acier renforcé du verrou de ma porte d'entrée. Il a appuyé sur la gâchette. Au moment même où le forêt a mordu le métal, altérant la résistance électrique du boîtier de la serrure, les protocoles de défense actifs de la maison se sont automatiquement enclenchés. J'avais conçu cette contre-mesure spécifique moi-même. Ce n'était pas une alarme stridente traditionnelle qui réveillerait les voisins et entraînerait une plainte pour tapage. C'était beaucoup plus efficace. C'était un répulsif sonique ciblé et d'un niveau de décibels incroyablement élevé, dirigé spécifiquement et étroitement sur la zone du Porsche, combiné à un système de stroboscopes militaires aveuglants intégrés sous les avant-toits. Sur l'écran de mon téléphone, le flux vidéo a viré au blanc éclatant lorsque les stroboscopes se sont activés, clignotant à une fréquence conçue pour causer un vertige et une désorientation immédiat. Même sans le son de l'alarme, je pouvais en voir l'effet. Thaddeus et le serrurier sont instantanément tombés à genoux, plaquant leurs mains sur leurs oreilles dans une agonie absolue alors que le répulsif sonique transformait le Porsche sombre en un cauchemar de surcharge sensorielle terrifiant. Le serrurier a lâché sa perceuse coûteuse sur le Porsche en pierre, a attrapé son sac en toile et s'est enfui à aveuglette dans l'allée en courant dans le brouillard, abandonnant complètement son client. Mon frère a trébuché à aveuglette pendant quelques secondes, hurlant des jurons que les microphones ont parfaitement captés, avant de finalement s'éloigner du Porsche en rampant et de courir vers sa voiture garée illégalement plus bas dans la rue. Je me suis renfoncé dans les oreillers de l'hôtel, mon rythme cardiaque revenant lentement à la normale.
Une personne normale aurait appelé la police sur le champ. Mais je savais comment cela se passerait. Appeler les flics ne se traduirait que par une petite accusation de tentative de vandalisme. Thaddeus mentirait et prétendrait avoir perdu sa clé. Mes parents finiraient par payer sa caution. La famille resserrerait les rangs et tout l'incident serait minimisé ou mis sur le compte d'un malentendu. Non, je voulais que cela se joue devant un juge. Je voulais la destruction absolue et indiscutable de leur crédibilité dans un tribunal, sur les registres publics, là où ils ne pourraient pas déformer le récit. J'ai réinitialisé le système d'alarme à distance, téléchargé la vidéo haute définition, les fichiers audio d'une clarté cristalline et les journaux du système indiquant l'heure exacte, la durée et la nature de la violation physique. Les quelques semaines menant au procès ont été un cours magistral de discipline psychologique. Ma mère m'a envoyé plusieurs emails, faisant comme si tout était parfaitement normal. Elle me demandait si j'étais prêt à régler l'affaire à l'amiable, suggérant que je lui remette simplement le titre de propriété en silence pour éviter de faire honte à la famille publiquement. J'ai ignoré chaque message. Je les ai laissés construire leur fausse confiance. Je les ai laissés croire qu'ils avaient réussi à coincer un geek de la tech impuissant, trop effrayé par le drame familial pour se défendre. Ils avaient oublié un détail crucial concernant mon métier. Les ingénieurs en sécurité ne se contentent pas de construire des systèmes. Nous passons notre vie entière à réfléchir à la façon dont les systèmes se brisent, à la façon dont les attaquants malveillants opèrent, et à la façon de concevoir des pièges qui se referment avec une précision dévastatrice et absolue. Ma famille était entrée directement dans la zone de neutralisation, le sourire aux lèvres, convaincue de sa propre supériorité. Mais la vraie question demeurait, le juge regarderait-il vraiment les preuves numériques que j'avais rassemblées, ou prendrait-il le parti d'une mère en pleurs et du récit traditionnel du devoir familial? La salle d'audience m'attendait. J'étais assis à la table de la défense, le dos parfaitement droit, les mains posées à plat sur le bois ciré. Nous y étions enfin, le moment de vérité. La salle d'audience était restée dans un silence de mort après que mon avocate, Collie, avait annoncé que nous disposions d'une archive numérique de preuves. Mais avant que nous ne puissions présenter la destruction absolue de leur dossier, le juge devait permettre aux demandeurs de présenter formellement leur argumentaire. Le juge Gideon s'est renfoncé dans son siège, a joint les mains et a fait un signe de la tête à l'avocat de mes parents. L'homme a ajusté sa cravate bon marché, s'est raclé la gorge bruyamment et s'est avancé vers le pupitre. Il s'apprêtait à livrer une leçon magistrale de manipulation émotionnelle, totalement dépourvue de faits avérés. « Votre honneur » a commencé l'avocat, sa voix prenant un ton endeuillé et entraîné. Nous sommes ici aujourd'hui en raison d'une rupture tragique de la cellule familiale. Nous sommes ici parce qu'un fils, aveuglé par la cupidité d'entreprise et une richesse extrême et soudaine, a oublié les personnes qui ont tout sacrifié pour le placer sur son piédestal. Evander et Sarafina Bennett ne sont pas des gens riches. Ce sont des parents travailleurs et traditionnels. Pendant des années, ils ont économisé silencieusement chaque dollar disponible, cachant de l'argent liquide dans un coffre-fort encastré au sol de leur modeste maison de banlieue. Ils ont fait cela parce qu'ils croyaient au soutien de leurs enfants. J'ai jeté un coup d'œil vers ma mère. Sarafina hochait la tête lentement, fixant ses mains, jouant le rôle de la matriarche au cœur brisé à la perfection absolue. Elle a même réussi à faire couler une seule larme scintillante le long de sa joue. C'était une performance qui avait sa place sur une scène de théâtre, pas dans un tribunal. Ils ont donné à leur fils aîné, deux clans, plus d'1 million de dollars en espèces pour acheter un domaine de luxe, a poursuivi l'avocat, sa voix montant d'un ton dans une indignation fabriquée. Ils l'ont fait avec un accord verbal clair et inviolable. Ce domaine devait être un sanctuaire familial. Il était spécifiquement destiné à héberger son jeune frère, Thaddeus, qui a récemment traversé des moments difficiles et a désespérément besoin de l'environnement régénérant de la côte pour retrouver son esprit d'entreprise. Mais dès que le titre de propriété a été signé, le défendeur a verrouillé les portes. Il a tout gardé pour lui. Il a jeté sa propre chair et son propre sang à la rue. Nous demandons au tribunal de rectifier cet abus financier sur personnes âgées, de faire respecter le contrat verbal et de transférer le titre de propriété à ses légitimes propriétaires. Le juge Gideon ne semblait pas ému. Il semblait profondément agacé. Il a fixé l'avocat pendant un long moment inconfortable. « Maître », a dit le juge, sa voix descendant d'un octave. « Vous avez peint un tableau très vif, très émotionnel. Cependant, les tribunaux fonctionnent sur la base de preuves, pas sur des récits dramatiques.
vous avez déposé une déclaration sous serment prétendant un transfert de 1,2 million de dollars en espèces physiques. Où est la preuve? Où sont les bordereaux de retrait? Où sont les déclarations fiscales pour le transport de cette somme d'argent? Où se trouve quoi que ce soit qui prouve que cet argent a existé ailleurs que dans l'imagination de vos clients? L'avocat a dégluti difficilement, sa confiance s'effritant visiblement. Votre honneur, comme je l'ai indiqué, il s'agissait d'un arrangement familial informel. Les familles traditionnelles n'utilisent pas toujours les banques. Elles se font confiance. Nous avons soumis des emails du défendeur. Des emails dans lesquels il reconnaît explicitement l'argent et promet de donner la maison à son frère. Oui, les emails, a dit le juge Gideon en feuilletant quelques papiers sur son bureau. Je les ai juste ici. Thaddeus, assis à côté de ma mère, a soudain pris un air incroyablement suffisant. Il s'est renfoncé dans sa chaise, a croisé les bras et m'a lancé un regard triomphant. Il croyait honnêtement que ces petits emails falsifiés allaient lui faire gagner un domaine de 5 millions de dollars en bord de mer. Il pensait avoir réussi à être plus malin qu'un directeur senior en cybersécurité. C'en était presque triste de voir à quel point il était complètement délirant. Collie s'est levé. Son mouvement était fluide, nullement dérangé par le discours dramatique de l'avocat adverse. Elle s'est avancée au centre de la pièce en tenant une petite télécommande pour l'écran d'affichage du tribunal. Votre honneur, a-t-elle dit, sa voix nette et autoritaire. Les demandeurs ont en effet soumis des impressions de mails prétendument envoyées depuis l'adresse personnelle de mon client. Nous aimerions aborder ces emails en premier lieu avant de passer au reste de nos preuves car, votre honneur, ces emails sont le début d'un parjure massif et facilement démontrable. Le juge a hoché la tête. Poursuivez, maître Collie. Je suis extrêmement curieux de voir ce que vos archives numériques ont à dire à ce sujet. J'ai observé ma famille de près. Mon père a froncé les sourcils, se remuant inconfortablement sur son siège. Ma mère a arrêté ses faux pleurs et a plissé les yeux en direction de Collie. Thaddeus s'est contenté de lever les yeux au ciel, supposant qu'il s'agissait d'un tour juridique désespéré. Ils n'avaient aucune idée que le piège dans lequel ils étaient entrés avec tant d'arrogance allait se refermer avec une force suffisante pour briser toute leur existence. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés lorsque Collie a appuyé sur le bouton de sa télécommande et que l'écran géant derrière le juge s'est éclairé. Le massacre de leur faux récit allait commencer. Collie n'a pas perdu une seule seconde. L'écran s'est illuminé avec un rapport d'expertise informatique hautement détaillé et incroyablement complexe. Votre honneur, a-t-elle commencé? Les demandeurs ont soumis 3 emails censés provenir de l'adresse email personnelle de mon client. Dans ces emails, l'expéditeur promet de transférer le titre de propriété du domaine de Carmel à Thaddeus Bennett. Les copies imprimées semblent très convaincantes à l'œil nu. Cependant, les impressions ne montrent pas les métadonnées. Elle a cliqué sur la télécommande. L'écran a zoomé sur un bloc de données techniques brutes. Mon cabinet a engagé une experte indépendante en informatique légale pour examiner le code source brut de ces prétendus emails. Comme vous pouvez le voir ici dans les en-têtes de routage, ces emails n'ont jamais émané du serveur sécurisé de mon client. Ils ont été générés à l'aide d'un site web anonyme et gratuit d'usurpation d'identité conçu pour falsifier les adresses des expéditeurs. L'avocat adverse s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Le jargon technique ne peut pas réfuter une promesse familiale. Rejeté. A tranché le juge Gideon, les yeux rivés sur l'écran. Asseyez-vous, maître. Continuez, maître Collie. Collie a souri, une expression froide et chirurgicale. Merci, votre honneur. Le site d'usurpation est complètement anonyme. Mais quiconque a créé ces faux emails a commis une erreur d'amateur fatale. Ils n'ont pas utilisé de réseau privé virtuel pour masquer leur emplacement. L'experte judiciaire a tracé l'adresse IP d'origine de l'appareil qui s'est connecté au site d'usurpation. Elle a cliqué à nouveau sur la télécommande. Une carte de la Californie est apparue, zoomant rapidement sur un quartier résidentiel spécifique, puis s'arrêtant sur une maison en particulier. L'adresse IP appartient au compte du fournisseur d'accès Internet enregistré au nom d'Evander Bennett. De plus, l'adresse MAC spécifique de l'appareil utilisé pour falsifier ces documents appartient à un ordinateur portable de jeu acheté par Thaddeus Bennett il y a 2 ans. Mon client n'a pas envoyé ces emails. Son frère les a falsifiés depuis sa chambre dans le sous-sol de leurs parents. La salle d'audience était plongée dans un silence absolu. Thaddeus a soudainement donné l'impression qu'il allait être violemment malade.
Tout le sang s'est vidé de son visage, le laissant d'une pâleur maladive. Mon père a fixé Thaddeus, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Ma mère a agrippé le bord de la table, ses articulations devenant blanches, mais Collie était loin d'avoir terminé. Le rythme de sa présentation s'est accéléré, leur assénant coup dévastateur sur coup dévastateur. Ensuite, votre honneur, nous abordons la prétention des demandeurs selon laquelle ils disposaient de 1,2 million de dollars d'économie. Elle a affiché les relevés bancaires obtenus par assignation. Comme vous pouvez le constater, les comptes de retraite et d'épargne combinés des demandeurs contiennent exactement 85 000 dollars. Ils n'ont jamais eu 1 million. Ils ont commis un parjure flagrant dans leur déclaration sous serment auprès de ce tribunal. Pour étayer ce mensonge, ils ont soumis une déclaration écrite de la tante du défendeur, Cresa, affirmant qu'elle avait assisté à la remise de l'argent liquide. Collie a cliqué sur la télécommande et une vidéo s'est lancée sur l'écran. C'était une déposition légale enregistrée il y a 3 jours. Tante Cresa était assise dans une salle de réunion, l'air terrifié. Sur la vidéo, la voix de Collie demandait sous peine de parjure, « Avez-vous déjà vu Evander ou Sarafina Bennett remettre 1 million de dollars à 2 clans ?» Tante Cresa a éclaté en sanglots à l'écran. « Non, je n'ai jamais vu d'argent. » Sarafina m'a appelé en pleurant. Elle m'a lu un texte au téléphone et m'a dit que je devais l'écrire et le signer sinon 2 clans allaient les jeter à la rue. Elle m'a forcé à mentir. La vidéo s'est terminée. Le juge Gideon a retiré ses lunettes de lecture et a fixé mes parents avec un regard de dégoût absolu et non dissimulé. Les fausses larmes de ma mère avaient complètement disparu, remplacées par une expression de terreur paniquée. Elle réalisait, peut-être pour la première fois de sa vie, que ces récits manipulateurs ne pouvaient pas la sauver des faits numériques bruts. Mais Collie gardait la preuve la plus létale pour la fin. Votre honneur, fabriquer des preuves et commettre un parjure est grave. Mais les demandeurs ne se sont pas arrêtés à la fraude juridique. Lorsque mon client a refusé de céder sa propriété, ils ont tenté de s'en emparer par la force. Elle a appuyé sur le bouton. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées. L'écran géant a affiché la vidéo de sécurité infrarouge haute définition 4K de mon Porsche. L'horodatage indiquait 2 heures du matin. On y voyait Thaddeus debout dans le brouillard, accompagné du serrurier du marché noir. L'audio a résonné, fort et clair comme du cristal. « Défonce la putain de porte alors !» La voix de Thaddeus a résonné dans la salle d'audience silencieuse. « Je m'en fous de ce que ça coûtera de la réparer plus tard. Le tribunal me donne cette maison la semaine prochaine de toute façon. J'ai juste besoin de rentrer ce soir pour pouvoir commencer à installer mes affaires et revendiquer le droit de squatter. » Ensuite, la vidéo a montré le serrurier perçant la serrure et l'activation brutale et immédiate du répulsif sonique et des stroboscopes. La salle d'audience a regardé dans un silence médusé mon frère et le criminel qui l'avait engagé s'effondrer au sol de douleur avant de s'enfuir dans la nuit comme des rats terrifiés. Collie a éteint l'écran et s'est tourné vers le juge. Votre honneur, ce dont vous venez d'être témoin est une tentative de cambriolage, une violation de domicile et une association de malfaiteurs. Les demandeurs ne se sont pas contentés de déposer une plainte frivole et frauduleuse. Ils ont activement tenté de s'introduire chez mon client parce qu'ils s'imaginent que sa richesse leur appartient. Nous demandons que ce procès absurde soit classé immédiatement avec rejet définitif et que les demandeurs soient condamnés à payer l'intégralité des frais de justice. De plus, nous transmettrons l'ensemble de cette archive numérique au procureur de la République en vue de poursuites pénales éventuelles pour parjure, falsification de documents et tentative de cambriolage. Elle s'est assise. J'ai regardé ma famille. Ils étaient complètement, totalement anéantis. Le silence dans la pièce était assourdissant. L'enfant d'or était démasqué comme un criminel. Les parents complices étaient démasqués comme des fraudeurs. Le bouc émissaire venait de construire un mur juridique imprenable autour de lui. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'à ce moment incroyable. Si vous êtes ravi de voir cette famille toxique enfin détruite par des preuves irréfutables, laissez un commentaire disant l'IWIN. C'est notre code secret pour les spectateurs qui ont atteint la meilleure partie. Et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Maintenant, voyons exactement comment le juge a réagi. Le juge Gideon est resté complètement immobile pendant ce qui a semblé être une éternité. Il a fixé l'écran vide, puis a lentement tourné son regard vers l'avocat de mes parents. L'avocat suait à grosses gouttes, en pressant précipitamment des papiers dans sa serviette comme s'il voulait sortir du bâtiment au pas de course.
Il savait que sa carrière était gravement compromise pour avoir simplement apporté cette ordure dans une salle d'audience. « Maître », a dit le juge Gideon, sa voix étant dangereusement calme. Le calme avant une tempête massive. Étiez-vous au courant pour les emails falsifiés? Saviez-vous que vos clients avaient 85 000 $ à leur nom tout en prétendant avoir donné plus d'1 million en espèces? Étiez-vous au courant pour la tentative de cambriolage nocturne? L'avocat s'est levé, ses mains tremblant visiblement. Votre honneur, je le jure sur ma licence d'exercer. Je n'avais absolument aucune connaissance préalable de tout cela. Mes clients m'ont assuré que les emails étaient authentiques. Ils m'ont assuré que l'argent liquide existait. Ils m'ont complètement caché l'incident de la vidéo de sécurité. Si j'avais su qu'ils me présentaient des preuves fabriquées, je me serais immédiatement retiré du dossier. Je vous crois, a dit le juge d'un ton sec. Parce qu'aucun avocat disposant d'un demi-cerveau ne viendrait dans ma salle d'audience avec un dossier bâti sur une falsification informatique facilement traçable et une absence totale de réalité financière. Le juge Gideon a dirigé son regard terrifiant directement sur mes parents. Evandé et Sarafina ont sursauté physiquement. Thaddeus fixait le sol, ressemblant à un ballon dégonflé. En 25 ans de carrière sur le banc des accusés, a tonné le juge Gideon, sa voix résonnant sous le haut plafond. J'ai vu des familles se battre amèrement pour de l'argent. J'ai vu la cupidité déchirer des frères et sœurs, mais j'ai rarement vu un spectacle d'une arrogance, d'une malice et d'une stupidité aussi profonde que celui dont j'ai été témoin aujourd'hui. Vous êtes entré dans ce tribunal et vous avez menti sous serment. Vous avez tenté de voler un actif de 5 millions de $ à votre propre fils, un fils qui a clairement gagné chaque centime de sa richesse par son propre travail acharné. Vous avez falsifié des documents. Vous avez contraint une proche au parjure. Et quand vous avez pensé que le système judiciaire était trop lent, vous avez envoyé votre plus jeune fils s'introduire violemment dans la propriété. Ma mère a commencé à hyperventiler. Votre honneur, s'il vous plaît, a-t-elle haleté en se tenant la poitrine. Nous voulions seulement aider Thaddeus. Il est en difficulté. Declan a tellement d'argent qu'il n'a même pas besoin de cette grande maison. La famille est censée partager. Ne m'interrompez pas. A rugi le juge en abattant son lourd marteau de bois si fort que le coup a résonné comme un coup de feu. Ma mère a sursauté et s'est renfoncée dans sa chaise, enfin réduite au silence absolu. Le besoin ne dicte pas la propriété aux yeux de la loi. Madame, votre fils aîné n'est pas une banque dans laquelle votre plus jeune fils peut se servir librement. Le juge Gideon a pris son stylo et a commencé à signer les documents de classement du dossier avec des traits agressifs et furieux. Cette plainte est classée immédiatement avec un rejet définitif extrême. Vous ne pourrez plus jamais porter cette demande ridicule devant un tribunal. De plus, les demandeurs sont condamnés à payer l'intégralité des frais d'avocat du défendeur, qui s'élèvent, je le vois, à exactement 85 000 $. Vous avez exactement 90 jours pour fournir ces fonds, faute de quoi le tribunal commencera à saisir vos biens et à prélever sur vos salaires. Et que le procès-verbal note que je transmets officiellement les comptes rendus, le rapport d'expertise informatique et les vidéos de sécurité au bureau du procureur de la République. Je vous conseille vivement d'engager des avocats pénalistes parce que vous allez très probablement en avoir besoin. Le marteau est tombé une dernière fois. Alors que le juge quittait la pièce d'un pas rapide, le chaos a éclaté à la table des demandeurs. Thaddeus s'est soudainement levé, renversant sa chaise qui s'est fracassée au sol. Il a complètement perdu le moindre gramme d'autocontrôle qu'il possédait encore. C'est truqué, a hurlé Thaddeus à plein poumon, son visage devenant violet de rage. Il m'a pointé du doigt d'une main tremblante. Tu as payé le juge. Tu as trop d'argent. Cette maison m'appartient. Maman me l'a promise. Tu me la dois. Deux huissiers armés sont immédiatement intervenus, saisissant Thaddeus par les bras. Il s'est débattu contre eux, hurlant des obscénités, perdant totalement la tête parce que pour la toute première fois de ses 28 ans de vie, pleurer et piquer une crise ne lui apportait pas ce qu'il voulait. Les huissiers l'ont traîné de force hors de la salle d'audience, ses cris s'atténuant le long du grand couloir de marbre. Mes parents sont restés figés par le choc, regardant leur enfant d'or se faire embarquer par les forces de l'ordre. Collie a calmement rangé sa serviette, m'a souri et a fait un signe de la tête en direction de la sortie. Nous sommes sortis dans le couloir. Mes parents se tenaient là, l'air perdu et anéanti. Alors que je passais à côté d'eux, mon père a tendu une main tremblante. Declan, attends, s'il te plaît. 85 000 $,
c'est tout ce qu'il nous reste pour notre retraite. Si nous payons tes avocats, nous serons complètement ruinés. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Je m'arrêtais. J'ai regardé l'homme qui avait ignoré mes réussites, qui avait exigé que je lui remette ma maison, qui avait essayé de s'attribuer le mérite de mon intelligence. J'ai regardé la femme qui avait simulé des larmes devant un juge pour me voler le travail de toute une vie. Je n'ai absolument rien ressenti, aucune colère, aucune pitié, juste la satisfaction froide et stérile d'une menace de sécurité éliminée. La transaction que nous avons eue pendant 30 ans est officiellement terminée, ai-je dit, ma voix étant parfaitement calme, tranchant à travers le couloir comme de la glace. Vous avez choisi de tout investir dans un actif défaillant. Et vous avez essayé de liquider ma vie pour couvrir vos pertes massives. Vous m'avez poursuivi en justice. Vous avez menti. Vous avez essayé de vous introduire chez moi. Les actes ont des conséquences. Je vous suggère de trouver un moyen de payer ces 85 000 $ rapidement parce que je n'hésiterai pas à laisser le tribunal saisir votre maison pour éponger la dette. Ne me adressez plus jamais la parole. Je me suis retourné et j'ai quitté le tribunal pour sortir sous le vif soleil de Californie, les laissant debout dans l'ombre de leur échec catastrophique. On pourrait penser que faire face à la ruine financière, à l'humiliation publique complète et à la menace très réelle de poursuites pénales forcerait une famille toxique à réfléchir à ses choix et à se retirer silencieusement. Mais le narcissisme est une maladie profondément ancrée. Il rend les gens aveugles à la réalité. Au lieu d'accepter la défaite, ma famille a doublé la mise dans sa folie, creusant complètement sa propre tombe avec une énergie frénétique et désespérée. Le délai de 90 jours pour payer mes 85 000 $ de frais de justice approchait rapidement. Mes parents, ayant vidé toute leur liquidité au fil des ans pour soutenir Thaddeus, se sont retrouvés acculés. Ils ont dû souscrire une 3e hypothèque à taux élevés sur leur maison de banlieue juste pour satisfaire à l'ordonnance du tribunal et s'éviter un outrage immédiat au tribunal. Dans un retournement d'ironie karmique absolument magnifique, j'ai découvert via mon réseau financier que le fonds spéculatif géant qui avait racheté leur dette toxique était une filiale de la toute même entreprise de technologie financière où j'étais directeur senior. Je possédais essentiellement une fraction microscopique de leur dette étouffante. C'était une justice poétique que j'appréciais profondément. Mais Thaddeus n'en avait pas terminé. Dépouillé de son rêve de vivre dans un domaine de 5 millions de $ en bord de mer et complètement coupé des comptes bancaires asséchés de nos parents, il a paniqué. Il avait besoin d'argent et il avait besoin d'attention. Il s'est donc tourné vers Internet. Il a créé une grande campagne GoFundMe hautement émotionnelle. Le titre était « Un frère multimillionnaire de la tech sans cœur jette sa famille à la rue ». Il a écrit une longue histoire larmoyante complètement fabriquée sur la façon dont je lui avais promis verbalement un endroit où vivre après l'échec de son entreprise, puis que j'avais malicieusement poursuivi nos parents âgés en justice pour leur voler leurs économies. Il a publié des photos lourdement retouchées pour faire croire que je vivais dans un luxe extrême pendant qu'il mourait de faim. La campagne a récolté exactement 4 cents $ en 2 jours avant que la plateforme ne la suspende. Collie avait envoyé une lettre de mise en demeure au site web, fournissant le jugement officiel du tribunal prouvant que la campagne était entièrement frauduleuse. Mais le véritable désastre pour Thaddeus est arrivé la semaine suivante. Dans son extrême arrogance, il avait déclaré les fonds comme des cadeaux familiaux non imposables sur la plateforme. Le signalement de fraude a déclenché une alerte automatisée dans le système financier, ce qui a ensuite provoqué un contrôle fiscal soudain et agressif de l'IRS. Thaddeus, qui menait des affaires louches de crypto-monnaies depuis des années sans payer d'impôts correctement, a soudainement vu des agents fédéraux fouiller de manière agressive dans ses portefeuilles numériques. Pendant ce temps, mes parents ont décidé que la perte du procès était entièrement de la faute de leur avocat. Dans un grand élan de stupidité, ils ont formellement déposé une plainte pour faute professionnelle contre l'homme, prétendant qu'il avait fourni des conseils incompétents. L'avocat, absolument furieux de voir sa réputation professionnelle traînée dans la boue par des menteurs pathologiques, n'a rien retenu dans sa défense. Il a soumis un dossier massif au registre public du tribunal. Le dossier contenait des centaines de SMS entre lui et ma mère. Dans ces SMS, l'avocat les avertissait à plusieurs reprises que le dossier était faible sans documents financiers. Ma mère répondait par écrit, « Ne vous inquiétez pas pour les documents. Nous dirons simplement que nous avons payé en espèces. Le juge aura pitié de nous. Poussez simplement le procès vers l'avant. » En poursuivant leur propre avocat, mes parents avaient légalement consigné leur propre conspiration pour parjure dans les archives publiques permanentes.
Colli a transmis les documents directement au procureur pour accélérer l'enquête criminelle. Puis vint l'acte ultime et désespéré de représailles. Thaddeus et Sarafina ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas me battre au tribunal et qu'ils ne pouvaient pas me voler mon argent. Ils ont donc décidé d'essayer de détruire ma carrière. J'étais assis dans mon bureau d'angle à San Francisco, en train de réviser des schémas d'architecture cloud, quand le téléphone de mon bureau a sonné. C'était le directeur de la sécurité interne de l'entreprise, un homme nommé Marcus. Marcus était un ancien agent fédéral, un homme très sérieux et un allié personnel proche au sein de l'entreprise. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs projets majeurs de cybersécurité. De clan, a dit Marcus, sa voix étant sombre. Pouvez-vous descendre au centre de sécurité? Nous venons d'intercepter un colis très perturbant envoyé au conseil d'administration avec votre nom écrit partout dessus. J'ai pris l'ascenseur pour descendre au niveau sécurisé du sous-sol. Marcus avait une épaisse enveloppe Kraft posée sur une table en acier inoxydable. Il portait des gants en latex. Quelqu'un a envoyé ceci anonymement au PDG, au directeur financier et à la directrice des ressources humaines, a expliqué Marcus. C'est un manifeste de 50 pages prétendant que vous êtes un sociopathe corrompu et abusif qui vole les personnes âgées et utilise les fonds de l'entreprise pour payer des juges. Cela inclut des captures d'écran lourdement truquées de vos réseaux sociaux, de faux relevés bancaires, et affirme que vous êtes un risque de sécurité majeur pour cette entreprise. J'ai regardé les documents. C'était clairement le style d'écriture chaotique de Thaddeus mélangé au langage mélodramatique de victime de ma mère. Ils essayaient de me faire licencier d'un emploi qui me payait plus d'un demi-million de dollars par an. J'imagine que le conseil d'administration a vu ça, ai-je demandé, sentant une vague de colère froide me submerger. Marcus s'est moqué. Bien sûr que non. Tout le courrier des dirigeants passe d'abord par mes scanners d'évaluation des menaces. J'ai jeté un coup d'œil à ça, j'ai vu votre nom, et j'ai fait une vérification rapide des antécédents sur l'adresse de retour. C'est une fausse adresse, mais le code-barre de suivi postal montre que ça a été envoyé depuis un bureau de poste situé à exactement 2 miles de la maison de vos parents. Je suis au courant pour votre situation familiale, de clan. Vous m'avez parlé du procès. Je ne vais pas laisser une famille aigrie essayer de saboter l'un de mes meilleurs directeurs. Marcus s'est appuyé contre la table. J'ai déjà transmis le colis aux inspecteurs postaux fédéraux. Envoyer du matériel diffamatoire à travers les limites de l'État dans le but de causer un préjudice financier constitue une fraude postale fédérale et du harcèlement d'entreprise. Votre famille vient de faire passer cette affaire d'un litige civil local à un crime fédéral. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu. C'était mon oncle Lisandé, le frère aîné de ma mère. Il était la seule personne de la famille élargie qui avait toujours vu clair dans les mensonges de Sarafina, bien qu'il soit généralement resté silencieux pour éviter sa colère. De clan, a dit l'oncle Lisandé, sa voix étant rauque. Je voulais juste t'appeler et te dire que j'ai lu les comptes rendus du tribunal en ligne. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser ça. Ta mère a perdu la tête. Elle appelle tout le monde en suppliant pour de l'argent, en disant que tu les as détruits. Mais je connais la vérité maintenant. Je suis fier de toi pour t'être défendu contre eux. Ne les laisse pas te traîner vers le bas. Merci, oncle Lisandé, ai-je dit doucement. Cela touche plus que tu ne le penses. J'ai raccroché le téléphone, observant l'océan sombre. Les murs se refermaient rapidement sur ma famille. La police, l'IRS et les inspecteurs postaux tournaient tous autour d'eux. L'effondrement final était imminent. Les rouages de la justice pénale tournent beaucoup plus vite lorsque les perpétrateurs sont assez arrogants pour laisser une trace numérique massive et lumineuse de preuves. 2 semaines après l'interception des colis anonymes à mon siège social, le procureur de la République a enfin fait son mouvement. Les preuves fournies par colis lors de notre procès civil, combinées aux SMS incroyablement stupides du procès pour faute professionnelle et au rapport de fraude postale des inspecteurs postaux, peignaient le tableau d'une conspiration criminelle malveillante et hautement coordonnée. C'était un mardi matin. J'étais dans une réunion budgétaire de haut niveau lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS urgent de colis, regarde la chaîne d'information locale en ligne tout de suite. J'ai discrètement ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur portable et j'ai affiché le flux d'informations du comté de Monterey en direct. Là, émettant en direct depuis la rue de banlieue calme et entretenue où j'avais grandi, se déroulait une scène chaotique. 2 voitures de police sérigraphiées et une berline sombre non sérigraphiée étaient garées de manière agressive sur la pelouse avant de mes parents.
Les gyrophares rouges et bleus éclairaient le quartier. J'ai regardé la porte d'entrée de la maison s'ouvrir sous l'impulsion d'un officier en uniforme. Thaddeus est sorti. Il ne portait pas ses costumes sur mesure ni ses baskets coûteuses. Il portait un pantalon de survêtement taché et un t-shirt froissé, l'air complètement débraillé et terrifié. Ses mains étaient solidement verrouillées dans de lourdes menottes en acier derrière son dos. Le garçon d'or, l'enfant préféré intouchable qui était censé être un entrepreneur millionnaire, sanglotait actuellement de manière incontrôlable pendant qu'un policier le poussait à l'arrière d'un véhicule de patrouille. Selon le bandeau d'informations défilant au bas de l'écran, Thaddeus était arrêté sous de multiples chefs d'accusation criminels, notamment pour cyberharcèlement, conspiration en vue de commettre un cambriolage et fraude postale fédérale. Quelques secondes plus tard, ma mère est apparue hors de la maison. Elle n'était pas menottée, mais elle était encadrée par 2 inspecteurs. Elle avait l'air absolument affolée, serrant son peignoir, hurlant sur les policiers que tout cela était une terrible erreur, qu'ils étaient une bonne famille ciblée par un fils vindicatif. La voix hors champ du reporter apportait le contexte que j'attendais. La police avait exécuté un mandat de perquisition tôt ce matin-là. Ils avaient saisi l'ordinateur portable de Thaddeus, son téléphone et l'ordinateur fixe de mes parents. Ce que la police a trouvé lors de cette perquisition a été le dernier clou fatal dans le cercueil. Plus tard dans l'après-midi, Collie m'a appelé pour me faire le compte-rendu complet du bureau du procureur. De Clan, vous ne me croirez jamais ce qu'ils ont trouvé sur le téléphone de votre frère, a-t-elle dit, sa voix empreinte d'un profond désarroi. Thaddeus a téléchargé une application d'enregistrement d'appels téléphoniques il y a quelques mois pour essayer d'enregistrer ses associés louches. Il a oublié de l'éteindre. La police a récupéré des heures de conversation téléphonique enregistrées entre lui et votre mère. Je me suis renfoncé dans mon fauteuil de bureau, fermant les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons l'enregistrement audio exact de Sarafina donnant des instructions à Thaddeus sur la façon de créer un site web de diffamation à votre sujet, a expliqué Collie. Nous l'entendons lui dire exactement quels mensonges écrire dans le colis qu'ils ont envoyé à votre conseil d'administration. Nous l'entendons lui dire d'engager le serrurier pour s'introduire chez vous parce qu'elle a dit qu'elle payerait les frais d'avocat s'il se faisait prendre. Votre mère n'était pas seulement un parent complice. Elle était le cerveau actif derrière toute la campagne de harcèlement. C'est elle qui dirigeait le cyberharcèlement. La révélation m'a frappé, mais elle ne m'a pas surpris. Ma mère avait toujours été la marionnettiste, manipulant l'indifférence de mon père et l'arrogance de Thaddeus pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Maintenant, son génie manipulateur avait franchi la ligne pour devenir une conspiration criminelle. En raison des enregistrements audio, le procureur a alourdi les charges. Thaddeus s'est vu refuser la liberté sous caution parce que le juge l'a considéré comme présentant un risque de fuite et une menace continue pour ma sécurité physique et ma réputation professionnelle. Il a été envoyé directement en prison de Comté en attendant son procès. 3 jours plus tard, la police est retournée à la maison de banlieue. Cette fois, ils ont apporté des menottes pour Sarafina. Elle a été officiellement inculpée par un grand jury pour conspiration criminelle, complicité de cyberharcèlement et parjure. Mon père n'a pas été inculpé pénalement, principalement parce que les preuves ont montré qu'il était trop incroyablement passif et ignorant pour participer activement aux aspects techniques des crimes, mais sa réputation a été complètement et irréversiblement détruite. Il s'est retrouvé seul dans une maison lourdement hypothéquée avec une femme risquant la prison et un fils assis dans une cellule. L'enfant d'or était derrière les barreaux. La mère cerveau de l'opération faisait face à la ruine. Le père complice se retrouvait avec absolument rien. La forteresse que j'avais bâtie était parfaitement sécurisée, complètement intouchée par leur tentative désespérée et désordonnée de la démolir. La tempête s'était enfin dissipée, et le ciel s'éclaircissait. Cela fait près de 18 mois depuis le jour où ma famille a été traînée hors de sa maison les menottes au poignet. Le système judiciaire a progressé avec sa lenteur prévisible, mais le résultat a été aussi dévastateur que Collie l'avait promis. Thaddeus, terrifié par la perspective d'un long procès fédéral pour fraude postale et cyberharcèlement, a finalement accepté un accord de plaider coupable particulièrement lourd. Il a plaidé coupable de harcèlement criminel et de conspiration. Le juge, ne constatant aucun remords sincère et un niveau massif d'arrogance, l'a condamné à 18 mois de prison ferme dans un pénitencier d'État, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle hautement restrictive. Il est actuellement assis dans une cellule, complètement dépouillé de ses vêtements de marque, de son style de vie coûteux et de ses illusions de grandeur. Ma mère, Sarafina, s'est battue désespérément contre les accusations.
Elle a dépensé les toutes dernières gouttes de la valeur nette extraite de leur troisième hypothèque pour s'offrir un avocat pénaliste de haut vol. Cela ne l'a pas sauvée. Confrontée aux enregistrements audio de sa propre voix ordonnant les crimes, elle s'est effondrée. Elle a plaidé coupable de parjure criminelle et de conspiration. En raison de son âge et de l'absence d'antécédents judiciaires, le juge lui a évité la prison ferme, mais lui a infligé une peine écrasante, 5 ans de mise en épreuve criminelle, un suivi psychologique obligatoire, 300 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance de protection stricte et permanente lui interdisant à jamais de s'approcher à moins de 300 mètres de moi ou de me contacter de quelque manière que ce soit. La dévastation financière a été totale. Incapable de payer les frais juridiques massifs pour 2 avocats pénalistes, le jugement civil de 85 000 $ qu'ils me devaient et les mensualités étouffantes de leur troisième hypothèque, mes parents ont été contraints de déclarer une faillite personnelle totale. La banque a saisi la maison de banlieue dans laquelle j'avais grandi. Ils ont été expulsés sans argent, avec un crédit ruine, et la condamnation pénale de ma mère rendant impossible pour elle de trouver un emploi respectable. Ils ont empaqueté tout ce qui rentrait dans leur berline bosselée et ont fui la Californie. J'ai appris par l'oncle Lisandé qu'ils avaient déménagé dans un parc de mobil-homes bon marché et particulièrement délabré au milieu du Nevada. Ils vivent entièrement grâce au maigre chèque de sécurité sociale de mon père. Ils sont complètement isolés, brisés, et vivent exactement dans le genre de pauvreté avec lequel ils m'ont toujours terrifié quand j'étais enfant. J'ai reçu une toute dernière communication de la part de ma famille. C'était une lettre de Thaddeus envoyée depuis le pénitencier d'État, acheminée par l'intermédiaire de son avocat commis d'office vers Collie pour s'assurer qu'elle ne violait pas les ordonnances de protection. Je me suis assis à l'îlot de ma cuisine et j'ai lu cette unique page de papier quadrillé de prison. Même après tout cela, la lettre était complètement dépourvue d'excuses. C'était un manifeste amer et décousu me récriminait d'avoir gâché sa vie. Il écrivait que si j'avais simplement partagé ma richesse, si j'avais simplement cédé la maison comme un bon frère aurait dû le faire, rien de tout cela ne serait arrivé. Il blâmait le système. Il blâmait nos parents. Il blâmait le serrurier. Il blâmait tout le monde sauf lui-même. Je n'ai pas ressenti de colère en la lisant. J'ai ressenti un sentiment apaisant de soulagement définitif. Cette lettre était la preuve irréfutable que j'avais fait le choix le plus absolu et le plus juste en me coupant d'eux. C'étaient des personnes fondamentalement brisées qui m'auraient vidé de ma substance et auraient dansé sur ma tombe. J'ai pris la lettre, je suis allé dans mon bureau à domicile et je l'ai nourrie directement dans une destructrice de documents industriels à coupe croisée. J'ai regardé les mots se transformer en confettis insignifiants. Hier soir, je me tenais sur le grand balcon en verre de mon domaine de Carmel. Le soleil se couchait sur l'océan Pacifique, peignant le ciel de grands coups de pinceau violet nuit, orange brûlant et cramoisi profond. Le vent marin était froid et pur. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du fracas des vagues contre les falaises en contrebas. Ma carrière n'a jamais été aussi florissante. Sans le stress constant et épuisant de ma famille toxique qui me tirait vers le bas, j'ai versé toute mon énergie dans mon travail. J'ai récemment été promu vice-président de la cybersécurité mondiale, et ma valeur nette, portée par des investissements technologiques réussis et des actions d'entreprise, a récemment franchi la barre des 8 millions de $. Je suis fiancé à une femme formidable et brillante qui comprend mes limites et me soutient entièrement. Nous planifions un petit mariage privé en Italie au printemps prochain. J'ai contemplé l'horizon vaste et infini et j'ai pris une gorgée d'un vin rouge très coûteux et profondément complexe. J'ai pensé au petit garçon qui dormait autrefois dans une chambre sombre et glaciale au sous-sol, à qui l'on répétait constamment qu'il n'était pas aussi bon, pas aussi spécial, pas aussi méritant que son frère. Ce petit garçon a bâti une forteresse d'intellect, de travail acharné et d'indépendance financière. Lorsque les personnes qui étaient censées l'aimer ont essayé de démolir cette forteresse, il ne s'est pas contenté de la défendre. Il les a laissés se détruire eux-mêmes contre ces murailles. J'ai appris une vérité très dure et très nécessaire à travers tout cela, le sang ne fait pas la famille. Le sang vous rend juste parent. La famille est une question de respect, de soutien et de soins mutuels. Si les personnes qui partagent votre ADN vous traitent comme une ressource à exploiter, vous ne leur devez absolument rien. Vous avez tous les droits de construire votre château, d'en verrouiller les portes et de les laisser dehors dans le froid. L'oncle Lisandé m'a appelé il y a quelques semaines. Il a mentionné que mes parents ont du mal à s'acheter des courses de base dans le Nevada. Et il a délicatement suggéré que peut-être, juste peut-être, puisque j'ai tellement d'argent maintenant, les laisser vivre dans une misère totale est un peu impitoyable, même après tout ce qu'ils ont fait.
Il a dit qu'ils restent mes parents et qu'ils sont vieux et brisés. Alors, je veux vous poser la question, à vous qui avez écouté toute cette saga, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur en laissant le système judiciaire les détruire totalement et leur prendre leur maison? Aurais-je dû faire preuve de merci et leur payer un petit appartement? Ou est-ce que préserver ma propre tranquillité d'esprit et les laisser faire face aux conséquences brutales de leurs propres actes malveillants était la bonne chose à faire? Ai-je tort de ne ressentir absolument aucun culte en buvant du vin sur mon balcon à 5 millions de dollars sachant qu'ils sont dans un parc de mobile homes? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour protéger votre propre santé mentale, partagez votre histoire. Vous n'êtes jamais seul dans ce combat.